Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure de votre émission Point 7. Julien Kitty, pourquoi vous riez? Bon, ben, Laissez-moi introduire l'émission, ben, s'il vous plaît. Ben, je sais qu'à la fin, vous direz que nous sommes encore là pour le bonheur des auditeurs, pour Point 7, et aujourd'hui qu'il y a encore des sujets croustillants d'actualité, et que pour faire le débat, vous êtes encore avec vos sempiternels compagnons, Fortuné Vincent Chokba, et puis Julien Kitty, et puis, bon, vous allez dire, on commence par... Bon, voilà, c'est ça. Donc, l'introduction est faite. Donc, c'est vous qui l'avez faite, bon, qui avez fait l'introduction aujourd'hui. Ouais, merci vraiment de m'avoir déchargé. Allez, nous rentrons donc dans le vif du sujet. J'ai pas annoncé les sujets. Non, mais vous me les laissez annoncer. D'accord. Ouais. Je voulais ajouter une belle chanson que des circonstances m'ont fait remémorer aujourd'hui. Bon, allez-y. Non, allez-y. C'est une belle chanson de Awilo Longomba. C'est un artiste congolais que je ne vois plus beaucoup, sauf sa dernière signature en featuring avec le jeune talentueux Inosbi, qui le rajeunit un peu, mais après ça ne fait pas carton. Mais il a une de ses chansons qu'on appelle Caroline ou Carolina, un truc comme ça. Allez-y, Frédéric. Carolina, maman, elle est sucrée partout. Elle est sucrée. Caroline sucrée, s'il vous plaît. Avec une voix qui comme la voix de quelqu'un qui sort d'une baignade. Bon, écoutez. Bon, on va revenir aux choses sérieuses. De l'actualité maintenant, chers amis. Oui, on va y aller. Mais on va pas commencer par vous, justement. Aujourd'hui. Bon, on verra bien en micro, puisque vous y tenez. Alors, Vincent Fortuné Assogba, je crois que tout le monde doit être content aujourd'hui. Je veux parler des partis politiques, FCBE, démocrates, UPR, BR. Pourquoi surtout les démocrates? Parce que c'est pour la première fois depuis leur naissance que le parti touche le pactole de financement public. Donc voilà, ça leur fait plaisir. Hein. C'est pas facile d'être opposant sous nos tropiques lorsque vous sortez d'une élection où vous avez dépensé beaucoup d'argent. Je crois que c'est plus du milliard qu'ils ont dépensé. Donc bon, avec quelques centaines de millions, bon, ça peut toujours faire un coup. On peut s'essuyer les larmes. Un peu d'oxygène. Voilà. D'accord. Mais ça Fortuné sur quoi? Oui, je crois que cela n'entre que dans la droite ligne des tests qui sont fabriqués au Bénin. Donc, pour moi, ça ne fait pas ni chaud ni froid, parce que c'est les tests qui les demandent, et puis voilà, on respecte les tests, même si là encore, il faut aller voir comment on respecte ces tests. Qu'est-ce que vous reprochez au respect de ces tests? Ils ont eu leur chèque quand même. Oui, ils ont eu leur chèque, et vous avez constaté avec moi que le partage du gâteau est allé vers les parties jumeaux et puis la grosse partie d'ailleurs du gâteau. Et puis on donne une portion congrue aux démocrates qui reviennent de très loin avec 28 députés. Et puis on fait la part belle à l'homme de mer qu'on a tout le temps utilisé, et FCB qui obtient encore plus d'une centaine de millions. Je crois que... Non, mais il y a eu 115 millions pour les FCB, non, pour les démocrates, et puis 129 millions pour les FCBE. Mais vous-même, en tant qu'analyste, ça sent quoi? Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Qu'un parti ait 28 députés et qu'un autre se prétend avoir une soixantaine de conseillers locaux
conseillers communaux, pardon, et qu'ils se retrouvent avec 128, et puis celui qui a des députés, des élus de la nation. Les autres ne sont pas des élus de la nation? Attention, on ne les appelle pas comme ça. Ce n'est pas moi qui les donne ce nom-là. C'est les tests de la République qui les donnent ce nom-là, qui les donnent ce pouvoir-là. Pendant qu'on prend un conseiller communal ou un maire qu'on peut jeter en prison facilement, il est difficile de prendre un député. Regardez, les prérogatives ne sont même pas les mêmes. Ça là, il faut qu'on ne se voile pas la face. Les prérogatives ne sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, qu'on prétend donner la part belle aux conseillers communaux qu'aux députés, je crois qu'il y a mal donne. C'est quand même curieux. Oui, c'est ça, c'est bien sûr ça. Il y a une mal donne. Et moi, je voudrais encore qu'on nous explique sur quelle base. La clé de répartition. La vraie clé de répartition de cette pactole-là. Je ne voudrais pas dire que c'est fait selon la tête du client, mais malheureusement, c'est à ça que ça ressemble. Parce que on voit quand même l'UPR, l'Union progressiste du renouveau, s'en sortir avec près de 700 millions. L'UBR, le bloc républicain qui s'en sort avec plus de 500 millions. Voilà. Et les deux autres partis dans la centaine. Bon. Oui, c'est ça, justement. Vous-même, vous voyez que en temps normal, ça devrait pas être ainsi. Ça, c'est vrai, parce que il s'agit des tests. Et il convient de nous expliquer, honnêtement, la clé de répartition qui a permis d'octroyer plus de 700 millions à un parti, et plus de 500 millions à un autre, et du coup, on descend, on donne 100 millions, je crois. Et un parti qui n'a même pas pu réunir 10% à une élection un peu ouverte. Je dis bien un peu ouverte, il n'a même pas pu obtenir 10%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bien avant, si les élections étaient vraiment des élections inclusives, ce parti ne pouvait pas venir réunir 5%. Mais aujourd'hui, ce parti s'octroie encore, sous prétexte que les résultats donnés en 2020 lui créditaient de 10%. Aujourd'hui, ce parti s'offre gratuitement près de 130 millions. Je ne sais pas. Or, en temps normal, si on devrait aujourd'hui, si on ne devrait pas tenir compte des résultats de 2020, ce parti est vide. Il est vidé de son contenu parce que tous les conseillers communaux, les maires dont il est tributaire ne sont plus avec lui. Ça, c'est une vérité. Allez sur le terrain et vous verrez. Ils n'ont pas démissionné quand même officiellement. Bien sûr. Ah bon? Beaucoup ont démissionné. Et d'autres même avec exploit d'huissier. Donc, je crois que... on rejoint les démocrates, c'est ça? Non, pas forcément les démocrates. D'autres sont allés dans l'IPR, d'autres sont allés dans BR, d'autres sont allés dans démocrates. Même ceux qui n'ont pas démissionné de façon officielle travaillent d'ailleurs pour d'autres partis. Comme je viens de le dire, même si beaucoup sont aujourd'hui avec les démocrates, mais il faut quand même qu'on tienne compte de tous ces paramètres. Et c'est là que moi je continue de dire que les hommes politiques, c'est des hypocrites. Pourquoi on ne peut pas voter, on ne peut pas continuer la réforme du système partisan et dès que tu quittes en tant qu'élu, tu quittes ta formation politique, tu perds le titre électif. Ils ne veulent pas faire ça parce que ça ne les arrange pas. Pour une réforme du genre, une réforme du système partisan, je crois qu'on devrait aller là pour montrer que on est vraiment sérieux, on veut faire du sérieux. Sinon, ce qu'on fait là, c'est de l'hypocrisie, c'est de la tricherie. C'est de la tricherie. Parce qu'aujourd'hui, le parti n'a plus rien comme élu, mais on continue de lui donner le fonds public. Il y a des élus locaux quand même. Combien? C'est ça que je vous dis. Ils sont combien aujourd'hui? Si vous voulez, on n'a qu'à faire l'investigation. Il détient encore des mairies. Nous sommes, je vous dis... Oui ou non, il détient encore des mairies. C'est de nom. Pourquoi je vous dis c'est de nom. Moi, je connais des maires
qui sont là de non-FCBE, mais qui travaillent avec d'autres formations politiques. Ça, là, c'est une vérité, ce n'est pas à cacher. On ne peut pas me dire le contraire. Je connais ce que je dis là. Et si vous voulez, vous et moi, avec notre grand frère Gilles qui dit, on peut aller faire des enquêtes et vous allez comprendre. Et on va revenir pour dire aux auditeurs ici que cette formation politique est vidée de son contenu. Ça, c'est dans votre, dans votre giron. Cela relève de votre responsabilité, puisque vous êtes journaliste, vous pouvez investiguer et nous apporter les réponses de votre investigation. Mais pourquoi ne pas attendre Vincent Fortuné Assogba, la prochaine élection communale, pour juger de ce que vous dites? Non, on a déjà vu les élections législatives. C'est des législatives. C'est des législatives. Le parti n'a pas pu réunir 10%. Ce n'est pas dans les prochaines élections communales que le parti va réussir à regrouper les 10%. Je suis désolé. Non. Il faut pas qu'on se voile la face. Encore que le parti ne fait rien pour montrer que... Vous pronostiquez un échec cuisant, c'est ça, pour la FCBE? Non, du tout pas, mais l'échec est là. Vous-même, vous constatez que son premier responsable fait quoi aujourd'hui dans l'animation de la vie publique pour remobiliser ses militants? Si militants, il y en a encore. Non, moi, j'ai rien contre, mais je dis ce qui se constate. Ce que moi j'ai constaté sur le terrain, c'est bien ça. D'accord, ça c'est votre avis. Nous avons Julien Kitty avec nous. Jules, oui. Vous avez suivi votre vis-à-vis? Mais je voudrais d'abord que nous fassions attention avec l'interprétation que nous faisons de la question des clés de répartition. Je crois que Vous êtes d'accord avec la répartition qui a été faite là? Non, je dis faisons attention. Une chose est de ne pas être d'accord avec la clé de répartition, mais ne parlons pas comme si c'est fait sur un coup de tête. La loi qui régit ça, d'accord, les textes qui régissent ça existent. Et ça avait déjà été fait. Vous savez, lorsque on avait assisté au dialogue politique qui avait été organisé en 2019, j'avais pu observer dans les débats que quand le problème de financement public des partis politiques s'est posé, il y a eu des partis politiques qui ont proposé qu'on fasse les répartitions de sorte à ce qu'il y ait même une cagnotte pour les partis politiques qui n'ont même pas encore d'élus, mais qui animent la vie publique. Parce que ce pourquoi on donne le financement, ce n'est pas que pour faire élection. C'est pour que les partis politiques jouent leur premier rôle, qui est d'animer la vie publique et politique, d'éduquer, de sensibiliser les citoyens. Mais ceci doit se faire, ceci doit se faire, Julien Kitty, compte tenu du poids de chaque parti politique. Je vous en prie. Oui. Ce sur quoi j'insiste. Si nous voulons faire le débat de est-ce que la clé de répartition là, telle que régie par les tests, si les tests sont mauvais, on fera ce débat. Mais est-ce que tels que les tests sont là, ils ont été appliqués? La réponse est oui. Mais donc mon problème c'est l'application qui pose problème. Non, un test appliqué, l'application ne peut pas poser problème. C'est le test qui peut poser problème si vous trouvez que c'est injuste la répartition. Non, pas forcément. Dans l'application, on peut connaître des choses. Que dit le test? Mais c'est le test qui a été respecté. Parce que l'argument, le débat s'était fait. Et même la Sénat aussi a été montée au créneau. Des acteurs politiques ont fait le débat. On a dit, mais pourquoi on accorde cette priorité-là aux élus communaux, aux partis qui ont des élus dans les communes? Mais parce qu'on a dit, l'argument c'était que la politique, ça se fait d'abord à la base. On veut que le financement, les partis qui ont plus d'élus. Donc c'est la loi qui a choisi primer plus les élus locaux que les élus de la nation, encore que les députés. Encore que le financement ne va pas directement aux élus locaux. On dit le parti qui a des élus communaux, oui. D'accord, plus d'élus communaux. Alors, on regarde ça. Les élus de la nation parlementaire, on regarde ça. Si vous allez consulter les tests, vous allez voir certainement l'ancienneté du parti politique également. C'est-à-dire que quand ça vient, vous avez des élus, vous commencez pas à en bénéficier. Il vous faut quand même du temps. On suppose que les autres sont en train de travailler sur le terrain
avant vous. Ce n'est pas le critère le plus déterminant. Mais ce qu'on donne à FCBE, qui n'a pas eu de député, par rapport aux démocrates. Qui n'ont pas eu d'élus locaux. Oui. Non, d'élus communaux. D'élus communaux, pardon. Alors, voilà. donc, moi, je pense que si on respecte l'esprit de la loi, des textes qui régissent cette répartition-là, jusque-là, ce qui est fait respecte les textes. Maintenant, il faut souhaiter. Moi, j'ai jamais été pour que ce soit le poids électoral que je dissocie du poids politique seulement qui a été pris en compte essentiellement, quoi. Parce que vous avez des partis politiques qui peuvent animer la vie publique et politique mieux que un parti qui a plein de députés. Pourquoi? Qui a plein de... Comment? Parce que dans l'animation de la vie politique et publique, on met les sujets sur lesquels vous intervenez, les initiatives que vous prenez et qui permettent d'éduquer les populations, de les amener à connaître leurs droits civiques et politiques, de les amener à avoir des comportements de bons citoyens, de les amener à avoir des gestes qui préservent la paix. Mais un parti peut avoir beaucoup de députés, beaucoup de maires, beaucoup de... Et ne pas faire ça mieux qu'un autre. Et vous pensez qu'il ne pourrait pas faire ça? Mais je suis pris par votre question. Je dis le parti peut le faire comme ne pas le faire. Le parti qui a beaucoup de députés, c'est peut-être parce que ce parti-là a mieux fait le débat, qui a induit une certaine préférence chez les populations pour aller voter pour ce parti. Bon, ça veut dire que vous ouvrez encore un autre débat. Voilà. Non, vous ouvrez encore un autre débat dont je sais que vous connaissez très bien les leviers. Les facteurs déterminés dans le vote, les facteurs sociologiques qui déterminent le vote du Béninois. Vous voulez me dire que c'est les partis qui engrangent plus d'élus depuis que vous suivez la vie politique au Bénin, c'est forcément les partis qui ont les meilleurs projets de société, qui ont convaincu mieux la population par rapport à, qui ont mieux éduqué la population. Pas forcément, qui ont mieux préparé. Mais c'est cela. Bon, là, moi, je ne sais plus ce qu'il faut dire. Parce que... Ça, c'est votre avis. Non. Contre le mien, peut-être. Non. Chacun peut défendre. Non, votre avis... Oui. Je ne trouve pas quel est l'élément sur la base duquel... Ce qui saute à l'œil... Je vais vous l'expliquer. Oui, expliquez-moi ce qui saute à l'œil. Oui. Et que si vous prenez 10 Béninois, vous allez trouver 9, pas des enfants, mais des gens qui observent la vie politique, qui vont vous dire que les facteurs déterminants de vote encore au Bénin jusque-là, c'est la proximité avec celui qui est candidat, c'est le pouvoir de l'argent, et la capacité pour le parti qui veut avoir beaucoup de savoir frauder. Ça, vous n'allez pas me contester là-dessus. Donc vous érigez, vous, à votre niveau, les facteurs déterminants, c'est l'argent et c'est la capacité de frauder. Ça, c'est la réalité, ça. Ah, ça, c'est la réalité. La réalité. Vous pesez bien vos mots. Mais je pèse bien mes mots. J'espère que Vincent Fortuné à Sogba... Je pèse bien mes mots. D'accord. Mais vous pouvez savoir, écoutez, donc un parti politique qui fait beaucoup de rencontres, de campagnes de sensibilisation des populations sur leurs droits civiques, sur le respect de la chose publique, sur le civisme fiscal, sur les valeurs républicaines et sur la paix, tout ça. Vous pensez que c'est ce parti-là que beaucoup plus de Béninois regardent pour aller voter pour lui? Et donc, si le parti a beaucoup de députés ou beaucoup d'élus communaux, d'office, vous pensez que d'office, il anime mieux la vie publique et politique que le parti qui n'a pas? C'est ce qui devrait être. C'est ce qui devrait être. Pour la première fois depuis que vous me contestez, vous venez de bien parler. Mais voilà. Parce que vous avez dit c'est ce qui devrait être. Mais voilà. Vous ne disiez pas ça. C'est pour cela que mon raisonnement a fait et cause pour ça. Oui, mais à aucun moment vous n'avez dit... On va pas s'étonner de ce qui, franchement, sort de l'ordinaire au Bénin. Parce que vous avez dit l'argent. Vous avez dit... Et la capacité de frauder. Oui. C'est non légal. C'est non légal. Et ça ne peut être élevé ou retenu nulle part. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, là, vous me comprenez totalement dans le sens contraire. Non, vous n'êtes pas du tout en train de me comprendre. Je vous comprends parfaitement. À aucun moment, moi, je n'ai érigé ces critères-là en facteurs qui devraient présider au vote. C'est votre constat. J'ai dit le constat qui est fait. Voilà. Et que je sais que vous comprenez très bien. Très bien. Le constat qui est fait, malheureusement, si vous voulez que j'ajoute que c'est un constat malheureux. Ben voilà, là vous parlez bien.
Oui, mais le constat, vous parlez comme si c'était bon, parce que là, si on tourne en rond, on tourne pas en rond. Là, on est en train de donner les précisions qu'il faut. Non, la seule fois j'ai été d'accord avec vous, vous avez dit c'est ce qui devrait être. Merci beaucoup. Les autres fois, vous étiez en train de parler comme si... Ça n'a pas changé. Non, c'est comme si... Avant, vous étiez en train de parler comme si vous contestez le fait qu'on dise... Pas du tout. Le fait qu'on dise que, en réalité, ce n'est pas le parti qui a beaucoup plus d'élus, n'est pas d'office le parti qui a le mieux animé la vie publique et politique. Merci pour la précision. En fait, c'est cette précision que je voulais. Bon, c'était dit quand même en français facile. Oui, je savais. Bon, okay. Il fallait quand même le... Donc c'est quand c'est compliqué que vous comprenez. Non, c'est pas compliqué. Bon, d'accord. Il faut apporter les précisions qu'il faut. Pour moi, il faut voir la possibilité d'ajouter au poids électoral le poids politique des partis. C'est vrai, le poids politique, c'est difficile à évaluer parce qu'il faut faire des statistiques. Tous les partis vont vous dire qu'ils ont un grand poids sur le plan national, ils ont plus de militants que les autres et tout. Je vous donne juste un exemple. Le parti communiste du Bénin, par exemple, c'est un parti national, très bien connu, mais qui malheureusement jusque-là n'a pas de députés, encore moins d'élus communaux. Alors, vous revenez alors à ma conception des choses, qui est que aujourd'hui, je vais vous appuyer. Aujourd'hui, c'est incontestable que le Parti communiste, même si on n'est pas d'accord avec leur idéologie, parce que moi, je ne suis pas toujours d'accord avec eux, mais vous trouvez le plus jeune des communistes, vous le prenez, il est en train de dormir, vous le réveillez. Si c'est pour vous parler de son parti, de son idéologie, de ses valeurs, et les prises de position par rapport à un certain nombre de sujets qui engagent la vie de la nation, vous le trouvez impeccable. Vous le trouvez dans sa matière. La formation des militants, ça se fait. C'est vrai. La réforme du système partisan... Mais pourquoi généralement, ils n'arrivent pas à lever des sièges aux élections nationales? Oui, ils n'arrivent pas à lever des sièges aux élections nationales, selon moi, pour deux raisons fondamentales. La première raison, c'est que sur certaines réalités, au contact du peuple, ils veulent être des puristes. C'est-à-dire que... L'argent. Ils ne veulent pas donner l'argent au peuple. Vous avez une masse de personnes en face de vous, 200 personnes, 190 personnes vous disent « Je vais voter pour celui qui m'a donné l'argent. » Alors, il se fait que le vote est dans 2 semaines ou est dans quelques jours. Et vous passez le temps à leur dire que c'est pas bon de prendre l'argent pour voter. Vous vendez votre conscience, vous vendez votre vote, votre voix, que c'est un mauvais comportement. Il y a un choix à faire par le parti politique. C'est de dire, je peux ne pas gagner les élections aujourd'hui, mais je joue le rôle qui est celui d'un parti politique qui est d'éduquer, d'animer la vie publique. J'éduque la population. Ce que je leur dis aujourd'hui, vous entendez des gens qui disent souvent, non, pour le moment, ça ne veut pas venir. Pour le moment, là, on ne peut pas dire aux gens de ne pas utiliser l'argent. Il faut qu'on passe au deuxième thème de cette émission. La deuxième raison, c'est qu'on les trouve parfois un peu extrémistes. D'accord? À leurs idéaux. Voilà. Donc, un manque de souplesse par rapport à ceux qui ne les comprennent pas, qui ne partagent pas le même. Donc, on trouve que eux, moi, quand j'analyse, là, je trouve que c'est les raisons pour lesquelles ils n'ont pas vite des élus. Mais il y a eu des époques où... Ils ont quand même pu en avoir. Voilà. Maintenant, merci. Globalement, je pense qu'il faut déjà établir, si je me récapitule, que les gens... en répartissant la cagnotte comme ça, ils ont d'abord respecté les tests qui sont en vigueur. Ces tests ont beau être bons ou mauvais pour chacun selon sa position, il faut les modifier avant de faire autre chose. D'accord. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de problème. Et c'est heureux de savoir que le nombre de partis politiques qui bénéficient de ce financement public a augmenté. C'est heureux. Il faut aller dans la réforme du test de sorte à ce que pour commencer par bénéficier du financement public, ce ne soit pas systématiquement que tant, c'est-à-dire c'est quand vous n'avez pas d'élus. Non. Il est partis qui sont régulièrement enregistrés. On peut imposer des cahiers de charges à ces partis politiques par rapport à leurs activités sur le terrain. Et on a la possibilité de les vérifier. Et ces activités-là, l'État, la preuve, l'État contrôle
les finances de ces partis politiques, la gestion de ces fonds. Ça veut dire que l'État peut, comme des partenaires techniques et financiers le font pour les ONG, l'État peut, quand il donne le financement public, dire un parti qui n'a pas encore d'élus, par exemple, puisque avoir des élus peut être un critère aussi. Donc on peut dire, vous n'avez pas grand-chose par rapport à celui qui a d'élus. C'est-à-dire qu'il a animé la vie publique comme vous, après lui, il a d'élus. Maintenant, on peut choisir de dire, est-ce que le débat est-ce que c'est les élus communaux qu'on met en préséance après les élus parlementaires, ou bien on fait comme vous avez proposé là pour dire, on compte le nombre d'élus que vous avez. Mais le débat va se faire, quel type d'élus on compte. Il faut, même ceux qui ont des chefs du quartier, qui ont des élus locaux, eux aussi sont partis politiques. Et ils animent la vie publique et politique, même au plus bas niveau, qui est le plus essentiel dans un parti politique, c'est les cellules de base. D'accord. Donc, voilà. Donc, merci. Maintenant, il faut se réjouir que quelque chose se fait déjà. Qui peut être amélioré. Améliorer la chose. D'accord. Vincent Fortuné Assogba, on en a parlé dans ce studio. Hervé Romain a acquis le droit de retrouver son fauteuil à l'Assemblée nationale. Finalement, en dépit de tout ce qui s'est dit, l'homme redevient député. Nous l'avions dit ici, je crois que les avis n'ont pas changé, ne changeront pas jusqu'à demain. C'est la loi la justice qui est dite, mais ça pose un problème de vivre ensemble. Les tests, c'est ça. La décision de la Cour constitutionnelle est sans recours, a-t-on dit. Mais néanmoins, cette décision, on peut la commenter. Oui, on peut opiner là-dessus. Et sur la question, je crois que beaucoup de voix se sont levées pour montrer que ce n'était pas une bonne décision. Quand bien même on ne paie rien, elle a décidé, Récomen va repartir. Et comment on l'appelle, Janvier Yavedéou, qui a dû faire les couloirs, si je vais parler comme un député de l'opposition. Ah bon? Oui. Comment il a fait les couloirs? Qui a dit, puisque le jour de l'installation, ils étaient dans les couloirs, ils n'étaient pas venus. Après, on les a appelés, et puis ils sont venus, et de façon publique, on les a accueillis. Or, en temps normal, ça ne devrait pas être ainsi. Mais aujourd'hui, voilà que la Cour constitutionnelle décide que celui-là quitte le Parlement. Il quitte, on n'a pas le choix. Mais on ne le dira jamais assez, ces tests posent un problème de vivre ensemble. Et je suis sûr que mon vis-à-vis, Julien Kiti, va revenir tout à l'heure sur son anecdote de shawarma et de pizza. Oui, parce que c'est le moment encore de nous dire la suite de cette anecdote, parce que là, ça pose un problème véritable pour moi. En tout cas, moi, et comme beaucoup de Béninois, comme je l'ai suivi au niveau des réseaux sociaux, les commentaires sont allés bon train. Et Janvier Yavedéou s'est fendu d'un communiqué où il a dit son état d'âme. Il est pour le parti, il est pour la décision du parti, il est pour la continuité des grands actes du parti. Mais ça, c'est autre chose. Quitter le Parlement pour laisser place à ça ne lui pose aucun problème. Non, il faut laisser. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Ça, c'est ce qu'il a dit. Mais son cœur vit autre chose. Ça, c'est une vérité. Nous sommes des hommes. Comment le savez-vous? Comment Il ne peut que dire ce que lui suggère son cœur. Écoutez, Monsieur Peggy Ludovic Dagba, un député, un élu qui gagne, je ne sais pas combien, du jour au lendemain, on dit quitte. Alors que celui qui était là a dit je ne veux pas, vas-y. Et je prends. Mais nous sommes des hommes. Pourquoi êtes-vous attaché au matériel? Non, ce n'est pas que c'est fongible, tout ça va partir. Non, c'est pas que le matériel. Non, je suis désolé, c'est pas que le matériel. Si c'est le matériel, je crois que c'est vrai. Et Janvier Yavedéou ne manque pas de ça.
Mais aujourd'hui, je vous dis, le prestige qu'il avait. Non, écoutez, le monsieur, on l'appelle député, il est déjà allé, on l'a installé, il était 7 suppléants. On aurait dû le laisser dans sa place de suppléance. Et il reste là. Mais vous dites, tu deviens député. Plein. Mais 3 mois après, on revient, on dit, non, et maintenant que le pizza est tombé, je reprends mon shawarma. Je crois que Gilles va venir tout à l'heure pour nous dire. Non, et vous pensez que celui qui a le shawarma va remettre, il va dire non, et comme c'est ça là, c'est fini. Si vous dites c'est fini et qu'il ne réagit pas là, sachez que il y a quelque chose en bas. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des hommes. Lui, il va dire ça pour dire je suis toujours membre du parti. C'est pas pour ça qu'il va quitter le parti. Et c'est ça qui fait partie aussi, ça fait partie aussi du militantisme. Mais dans son fort intérieur, ça ne lui arrivera plus une deuxième fois. Ça là, s'il est un homme, et allez écrire ça, il n'acceptera plus jamais que cela lui arrive une deuxième fois. Ça voudra dire quoi? Mais ce sont les tests de la République qui écoutez, l'imposent. C'est ça que je vous dis. Ça voudra dire quoi au niveau de son parti, où vous me mettez, je suis élu ou je ne suis pas élu. Il n'acceptera plus qu'on le mette dans une place de suppléance où le lendemain, on va... Maintenant, allons-y. Si demain, le président de la République, le chef de l'État, Patrice Talon nommait encore Récomé, on va lui dire quoi? Il retourne au Parlement? Il y avait deux, on va retourner au Parlement? D'accord. Puisque on sait que c'est Récomé, un habitué des faits. On le remercie et on le ramène. Si on le ramenait avant la fin... C'est un jeu de chaises musicales. Si on le ramenait avant la fin de la mandature, et Janvier Aéré va repartir au Parlement. Il va encore repartir. Et si 3 jours après, on le renvoie encore, il va dire, bon, encore on m'a renvoyé. C'est un discipliné du parti. Je crois que il y a un problème. Et nos députés doivent se regarder en face. Ils doivent se regarder dans un miroir et se dire, voilà, ce que nous avions fait la nuit là, ce n'est pas un bon test. Oui, la nuit, nous avons pondu quelque chose qui n'est pas bon pour le vivre ensemble. Ça crée un précédent grave entre les fils d'une même région. Il aurait pu ne pas être sur la liste. S'il veut travailler, il va travailler, faire ce qu'il va faire. Mais aujourd'hui, le monsieur a travaillé. Il a accepté être suppléant. On l'a rassuré, certainement, non, Récomé va rester au gouvernement. Et toi, tu iras. Mais moi, en profane, la décision de la Cour constitutionnelle, en tant que profane du droit, je crois qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que la loi a établi la chronologie. Les circonstances. Voilà. Mais Récomé n'a pas siégé au Parlement avant d'aller au gouvernement. Non. Si on doit appliquer le droit, Récomé a été déclaré élu. Il a démissionné ensuite. Et il n'a jamais été installé. Il n'a jamais été installé. Il n'a qu'à prouver qu'il a été installé. Il n'a pas été installé. Parce que le jour-là, on a appelé, on a dit, il a démissionné, on a lu sa lettre. Donc, en droit, il n'a pas démissionné, il n'a pas été installé. Donc, pas siégé au Parlement. Donc, il devrait pas, et c'est là que moi je dis, je continue de soutenir la position du président de l'Assemblée nationale qui a dit, mais non, ça ne respecte pas la chronologie des faits. Il devrait siéger. Et on remanie le gouvernement, après son installation, il peut dire maintenant, je m'en vais comme je suis gardé dans le gouvernement. Et là encore, le gouvernement n'avait pas été remanié. Le gouvernement n'a pas été remanié. Donc, il devrait siéger. Et c'est après son installation là qu'il va dire, je démissionne et mon suppléant vient. Si c'est après ça qu'aujourd'hui, on vient nous parler de retour
au Parlement, je crois que ce serait encore mieux. Mais le monsieur n'a jamais siégé après son élection et il dit qu'il veut retourner. Non. Merci beaucoup. Je suis désolé. Merci Vincent Fortuné Assogba. La Cour a quand même dit le point en ayant passé tout ceci, tous ces éléments-là en revue. Julien Kiti, est-ce que, ce fait où l'autorité de la chose jugée par la Cour constitutionnelle fait foi, on peut conclure à une fin de guerre, à une fin de guéguerre, et que, Evéré Roumain pourra jouir des 2 ans et demi ou combien des 2 ans, 8 mois qui restent Bon, dans l'absolu, je pense que c'est une fin de bataille. C'est même pas la guerre qui n'est pas terminée. La guerre vient de s'ouvrir. Il y a 3 champs sur lesquels vous allez voir dans les jours, semaines et mois à venir, donc presque une ébullition. C'est la 24e circonscription électorale, d'où ils sont venus les deux. Malgré le fait qu'ils sont du même parti politique, ils sont tous du plateau d'Agolin. Une fois encore, je vous rappelle la connaissance que vous avez des réalités sociologiques, régionalistes, ethniques, qui s'impliquent dans la politique pour déterminer les résultats. Ça, c'est le premier champ. Le second champ, c'est le parti politique Bloc républicain, dont ils sont tous membres. Vous allez voir, vous allez découvrir dans les semaines, mois à venir, que ce dossier-là va ressurgir de par ses effets, son impact sur le vivre ensemble de ces personnes-là au sein du parti politique, déjà que le parti vit quelques soubresauts. Vous allez voir des camps Yahweh qui vont se dégager dans le parti, des camps Réchomains. Quand il sera question de faire des choses ensemble, je connais bien les minima, et puis on va leur confier des choses ensemble et pour gérer la circonscription électorale et tout, vous verrez bien. Vincent Assogba a dit tout à l'heure, ça ne risque plus d'arriver à Yahweh où qu'on lui dit tu seras suppléant de quelqu'un. Parce que Yahweh ne manquait pas d'avoir de poids politique pour être titulaire. Encore que c'était un député finissant. Voilà, il était déjà député. Et Yahweh a un parcours politique qui est tout de même impressionnant également. Ça, il faut le lui reconnaître. Et en termes de maîtrise des dossiers de la nation, il a un passé qui inspire respect. Je suis pas son partisan, mais admiratif quand même de cette vérité de l'histoire politique du monsieur. Et puis, le troisième champ, ça va être au Parlement même. D'accord ? Le troisième champ, ça va être au Parlement. Vous pensez que ça va être tranquille ? Le président de l'Assemblée nationale qui a dit non, vous ne pouvez pas reprendre votre place, monsieur Réchomain, on est obligé d'aller devant la Cour constitutionnelle. Donc on est allé dans un contentieux. Ça veut dire que la loi que les députés eux-mêmes ont votée, ils n'ont pas su donc s'entendre sur son interprétation, sa compréhension. Ils ont dû s'en remettre à la Cour constitutionnelle. Mais il se fait que c'est la personne de Réchomain qui s'est adressée à la Cour constitutionnelle. Donc c'est lui qui a estimé que l'institution parlementaire, par le biais de son président, n'a pas vu juste en lui disant « Monsieur, vous ne pouvez pas reprendre votre place à l'Assemblée nationale ». Donc il a perdu... Et il a eu raison. Attendez, il a eu raison devant la Cour constitutionnelle. C'est légal. Salut, chapeau, monsieur Réchomain. C'est constitutionnel. Oui, c'est constitutionnel. Mais ça ne détermine pas les cœurs des gens. Ça ne détermine pas les comportements des gens après, entre eux. Vous comprenez ? Encore que ce sont ces comportements-là qui ont généré les tests, pour qu'on puisse avoir la cité en paix. Je vous en prie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la compréhension, l'interprétation et la compréhension des tests, là, de ces tests, a échappé au Parlement lui-même ? Parce que ce n'est pas dit que dès que quelqu'un veut retourner à l'Assemblée nationale, là, on s'adresse à la Cour constitutionnelle. Non. C'est quand la demande du monsieur, là, la réponse que le Parlement lui donne, là, il estime que ce n'est pas juste. Donc ça veut dire que les députés qui se sont concertés, le bureau de l'Assemblée nationale, tout cela, ils ont estimé, selon Réchomain, ils ont mal compris. Et maintenant, selon la Cour constitutionnelle, Réchomain peut retourner là-bas. Et comme les décisions de la Cour sont sans recours, eh bien, il retourne là-bas. Mais il retourne dans sa famille BR là-bas. Qu'est-ce que ces gens-là, ceux qui représentent le BR au Parlement,
pensent de ça? Je sais pas. Ça peut être, ils peuvent le regarder d'un bon œil. Comme ils peuvent le regarder comme celui qui a eu une attitude qui pose un problème moral. Et quand on va au Parlement, il suffit pas de porter le titre et d'être présent là-bas. On a besoin aussi d'être dans une famille, d'être accueilli comme cela se doit. Bon, j'imagine la cérémonie pour accueillir M. Khéroumé, député. Vous pensez que ça va se passer comme pour les autres députés? Maintenant, l'autre problème, au-delà du problème moral que ça pose, bon, Khéroumé, ça c'est pour satisfaire Vincent Assoba. Khéroumé a repris sa part qui restait du shawarma. Le morceau de pizza étant tombé et irrécupérable. Tu vois, le timing aussi serré dans lequel il s'est retourné pour dire « donne-moi mon shawarma » enlève donc toute fraternité dont il avait fait montre en donnant le shawarma à son frère, Janvier Yawedeou. Et maintenant qu'il reprend ça, vous pensez que Yawedeou là sera content? C'est mieux de ne pas avoir à manger que d'avoir la nourriture à la bouche, manger au tiers, et qu'on vienne vous l'arracher. Sous prétexte que c'est lui qui vous a donné ça. Bon, alors. Mais Yawedeou a dit publiquement qu'il prend acte et qu'il est pour le parti. Yawedeou est un légaliste. Il prend acte ne signifie pas qu'il est content. Il prend acte. C'est-à-dire que et il n'a pas dit que le parti est. Il n'a pas parlé du parti. Il a dit dans le communiqué, j'ai lu, non. Je suis pour le parti. Non, il a dit qu'il est pour le Bénin. Pour ce que moi j'ai lu. Ah, d'accord. D'accord, il est pour le Bénin. Il va se battre pour le Bénin. Il a salué le chef de l'État. Il a dit la Cour constitutionnelle vient de lui arracher donc son droit de siéger à l'Assemblée nationale, faisant de son titulaire devenu successeur le nouveau député. Et qui lui souhaite bon séjour là-bas. Si vous savez lire à travers les lignes, vous pensez que... Et à un seul instant, il a dit le nom de Khéroumé. Ça aurait été plus affectueux que de citer le nom. Vous savez ce que ça signifie en communication. Mon frère. Alors, est-ce qu'il a dit quelque part que bon, Khéroumé à l'Assemblée nationale, c'est comme Janvier Yawedeou? C'est du pareil au même? Non. Est-ce qu'il a dit que le parti, il a salué l'action du parti, il a parlé de cohésion? Non. D'abord, le parti a été exclu de cette bataille-là, puisque le parti, officiellement, n'a fait aucune réunion pour statuer cette question. Il s'est même pas prononcé. Le parti aurait pu traiter le dossier à l'interne. Est-ce que Khéroumé, dans la discipline de groupe, a averti la hiérarchie de son parti pour dire je veux poser tel acte? Parce que les élections législatives, c'est une élection de liste. C'est le parti qui est devant et non les individus. Le siège à l'Assemblée nationale appartient d'abord au parti politique, le bloc républicain, avant d'être incarné par Khéroumé ayant pour suppléant Janvier Yawedeou. Maintenant, la Cour a pris sa décision, on la respecte. Et Khéroumé est un citoyen comme tout. Donc, il mérite à partir de ce moment d'aller siéger à l'Assemblée nationale. Personne ne peut lui refuser ça. Mais, quand un acte se pose comme ça, une décision de la Cour est prise, au moins, du point de vue pédagogique, on peut réfléchir à ce que ça implique en termes de jurisprudence. Parce que quand on fait l'analyse juridique de la situation, Vincent l'a dit tout à l'heure, finalement, quels sont les effets de droit? Lorsqu'on fait la différence entre le député élu, installé en qualité de député, donc quelle qualité, et rappelé à une fonction politique ou institutionnelle incompatible avec le mandat parlementaire, et le député de la personnalité déjà en fonction politique, comme celui de ministre par exemple, à qui on a permis d'être candidat, qui est élu député et qui démissionne avant que le Parlement, la législature s'installe. Est-ce que la qualité ou les contours juridiques de cette suppléance-là, c'est la même chose dans les deux cas? Les mêmes implications de droit? Si c'est le cas, est-ce qu'on n'est pas dans un système qui est flou où demain, quelqu'un peut dire, et même ce qu'est-ce qu'on met dans la fonction politique,
Est-ce que la fonction politique signifie que forcément le chef de l'État vous a nommé? Non. Est-ce que président d'un parti politique, c'est pas une fonction politique? Si M. Joseph Diogbenou, président du parti l'UP Le Renouveau, dit que c'est parce que j'étais président du parti l'UP Le Renouveau et que c'est une fonction politique et ça a beaucoup de charges pour moi, que j'avais pas permis que mon suppléant ordonne à la Datine reste à l'Assemblée nationale. S'il dit, bon, maintenant, il quitte la tête du parti l'UP Le Renouveau et quelqu'un d'autre installe et il réclame son siège là, qu'est-ce qu'on dira? On va dire que la loi n'a pas prévu ça. Parce que la notion de fonction politique aussi va faire débat. Et autre chose, parce que la loi, on doit légiférer pour que le pays puisse avancer. Le vivre ensemble politique et social puisse avancer. Et non pour reculer. Et non pour créer des problèmes. La loi doit être très claire. Alors, si par exemple, et on nomme encore Khéroumé, ça lui colle d'ailleurs à la peau ce destin de va-et-vient politico-institutionnel. D'accord? On le nomme. On fait quoi? On n'a pas deux, la loi ne prévoit pas deux suppléants. Le parti perdra le poste. Et est-ce que la loi a prévu que le parti perd? Quand le parti perd, qui prend? Ça reste comme ça. Est-ce que là où Yaoundé est actuellement, Yaoundé a perdu le titre de suppléant de Khéroumé? Non. D'ailleurs, il y a même une prime prévue pour les suppléants. Donc, il continue d'être, il est redevenu suppléant de Khéroumé. Et quand on va nommer Khéroumé, on va reprendre l'application du scénario juridique qui veut. Il reviendra. Et il reviendra. Vous trouvez que c'est humainement tenable? Puisque c'est la loi. Bon. Est-ce que le député qui veut contribuer à produire la loi pour régir la société, à contrôler l'action du gouvernement, il peut être efficace avec autant d'instabilité, de fébrilité dans sa psychologie? Autant d'aller et venir. Parce que celui qu'on a nommé et qui est allé au gouvernement, par exemple, ou dans une institution, surtout au gouvernement, on peut le sauter 24 heures après. Donc, il est nommé, on installe et Janvier Yadou, à nouveau, d'abord Janvier Yadou sera regardé par l'opinion comme un clochard. Et il sera regardé comme un pion. Et je me demande, quand il va dire je ne veux pas siéger, qu'est-ce que la loi prévoit? Voilà. Parce que là, il peut arriver qu'il y avait nos refus d'aller siéger. Ça veut dire que la loi, quand à son application, révèle que tel que élaboré, ne contribue pas à faire avancer les choses. Ça crée plus de problèmes. Alors que la loi vient pour régler des problèmes. Pour aider à ce que, sans que... C'est parce qu'on craint que sur les humeurs, si on doit compter sur les humeurs des gens, on ne se comprenne pas qu'on met la loi là. Mais si la loi vient pour nous créer plus de problèmes qu'il en avait, bon. Parce que moi, je cherche désespérément l'utilité de cette disposition-là. D'accord. Vous allez la trouver certainement d'ici à là. Passons maintenant au troisième sujet. Julien Kitty, je reste avec vous. Vous savez très bien que la Cour constitutionnelle, pour la mandature actuelle, vient à échéance pratiquement à la fin de ce mois, au début du mois de juin prochain. On doit pouvoir passer ou procéder au renouvellement, justement, de ses membres. Oui. Comment ça va se passer? Quels sont les possibles schémas auxquels vous pensez? Non, mais il n'y aura pas de l'inédit, il n'y aura pas quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui va se passer? Le mandat arrive à terme, on va installer, plaise à Dieu que... Ça c'est basique. Non, plaise à Dieu qu'on ne s'installe pas dans un vide juridique, que la Cour... comment il s'appelle le président de la Cour constitutionnelle? Amouda Razaki. Bon, voilà, vous voyez la difficulté que vous-même vous avez à vous rappeler son nom, parce que depuis 1990, pardon, je suis avec attention et clairvoyance le jeu politique et institutionnel. J'ai l'impression qu'il m'en excuse, hein, je le respecte beaucoup. C'est le président de la Cour constitutionnelle qui a été le plus effacé. Je peux te citer les autres et le fait d'armes. Mais c'est vrai qu'il a eu des patates chaudes, qu'il a eu à gérer aussi, ça c'est à son actif. Mais nous avons depuis quelques années observé des dysfonctionnements à ce niveau. La Cour constitutionnelle qui est garante du respect
de la Constitution dans tous ses compartiments et du respect de toutes les autres lois connexes, parce que la Constitution est la mère de toutes les lois. Quand l'interprétation, l'application des autres lois pose problème, on a recours. C'est elle qui entre en scène. C'est elle qui dit, c'est mon enfant, donc c'est comme ça, il est né pour jouer tel rôle. En français facile. Alors, que depuis quelques années, et ça c'est déjà sous le régime Yahi que ça a commencé, où on a vu quelqu'un démissionner. Après, on a pris tout le temps pour le remplacer. Je me demande s'il a été remplacé même jusqu'à la fin, non? Un certain Dato. Magistrat. Voilà. Ça avait déjà posé problème parce qu'on a interrogé la loi, il y a un délai dans lequel il faut remplacer. C'est arrivé actuellement, sous le régime actuel, où, quand le président Joseph Djogbenou a démissionné, je ne sais pas s'il a été remplacé jusqu'à ce qu'on soit là maintenant. Pas ce jour. Bon. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. C'est vrai, c'est pas le président de la République qui se lève. Je voudrais ratifier, et la démission de Dato est intervenue sous le régime Talon. Bien sûr que c'est la cour installée par le régime Yahi qui continuait, mais la démission de juge Dato est intervenue pendant que Talon est là, et Talon n'a pas procédé à son remplacement pendant que le mandat de Olo tirait vers sa fin. Et également, Djogbenou démissionne, voilà, on ne procède pas à son remplacement jusqu'à la fin. Donc, ce n'est pas sous Yahi, c'est bien sûr les deux démissions intervenues sont intervenues sous le régime Talon. Et il n'a jamais songé procéder à son remplacement. Merci pour la précision. Pour la démission de juge Dato, je crois que sa nomination émanait de la présidence. Donc, c'est le président Talon qui devrait procéder à son remplacement, qui devait nommer quelqu'un d'autre. Il ne l'a pas fait. Pour ce qui concerne le professeur Djogbenou, c'est l'Assemblée nationale qui l'a proposé. Mais il a démissionné, c'est l'Assemblée nationale qui devrait procéder à son remplacement. Et à ce jour, ça n'a pas été fait. Alors, place au commentaire maintenant. Alors, je peux vous dire une chose, sachant que vous n'êtes pas le représentant de monsieur Yahi Boni dans ce studio, moi non plus le représentant du président Patrice Talon, mais je dis sous réserve d'une vérification, parce que je peux me tromper, mais je ne suis pas encore prêt à boire cette rectification-là. Il faut que j'aille vérifier pour savoir si ça n'est pas... Non, attendez. À nos auditeurs ici que c'est vrai. Parce que je me rappelle bien que c'est pendant que des décisions de violation des textes constitutionnels sont intervenues par le professeur Olo, alors président de la Cour constitutionnelle, que le nommé Dato, juge constitutionnel, a démissionné. Ben, écoutez, quand je dis que je vais vérifier, ça veut dire que c'est ici qu'on l'a dit, on a tout intérêt à revenir le dire. Et puis je voudrais signaler à mon cher ami Asogboya que c'est pas le président de la Cour constitutionnelle qui prend les décisions. Il a certainement une voix prépondérante à un moment donné, mais aucune décision. C'est la Cour. C'est la Cour. Donc, je vous en prie, c'est pas des décisions du président Olo, Merci bien. Je suis pas là pour faire le procès d'un président de la Cour constitutionnelle. C'est un ensemble. Alors, bref, ce que je veux dire, c'est que des cas comme ça, il ne faut pas que ça intervienne encore dans une nouvelle mandature de la Cour constitutionnelle. Parce que c'est la crédibilité de la Cour constitutionnelle qui se joue. Et si la Cour constitutionnelle, sa crédibilité commence à être entachée, c'est grave pour nous. Alors, quel est le sort des décisions, les différentes décisions qui ont été prises par cette Cour à partir de cette démission non remplacée jusqu'à ce jour? Est-ce que quelqu'un, un individu lambda, béninois fut-il, peut-il rester devant cette même Cour sur la validité des décisions qui ont été prises et qui ont régi
la démocratie béninoise jusqu'à ce jour? Alors, il se fait que, là, c'est encore un débat juridique qui va se faire, et chacun aura son interprétation. Il se fait que, à ma connaissance, les dispositions légales ne disent pas que, dès qu'il manque à l'appel un seul membre de la Cour constitutionnelle, que ces décisions ne sont pas valables. Là où la loi n'a pas... Mais la même loi dit que la Cour délibère valablement par ses conseillers. Les 7 conseillers de la Cour constitutionnelle. Non, la Cour délibère valablement par ses conseillers. Maintenant, les raisons qui peuvent amener un des membres de la Cour à ne pas être disponible, à ne pas être capable de siéger, ces raisons peuvent être même vitales. Je sais. Est-ce que ça... Non, attendez. Mais ici, il y a eu démission. Oui, mais comprenez, je dis la loi n'a pas dit expressément que s'il y a démission ou absence, les décisions ne sont pas valides. D'accord. Maintenant, cette décision, là où quelqu'un peut attaquer, c'est de dire, à partir du moment où le délai fixé par la loi, la Constitution elle-même, pour qu'on aille au remplacement du membre démissionnaire ou frappé de quelque invalidité que ce soit, à partir du moment où ce délai est dépassé, celui qui ferait ce recours peut l'attaquer. D'accord. Et donc, attaquer les décisions prises par cette cour, parce que la personne peut dire, si celui-là qui est démissionné, s'il était remplacé, celui qui est son remplaçant aurait siégé. Bon, donc ça, c'est discutable. Moi, je vais dans le souhait. Je ne suis pas dans le contentieux. Je ne souhaite pas que quelqu'un aille maintenant faire recours, ça fasse polémique. Non, on est tous des Béninois, avançons, on a des choses plus sérieuses à faire. Donc, on installe cette cour-là. Lorsque je disais que quelque chose d'extraordinaire ne va pas se passer, on fera encore les désignations comme on le fait. Suivant la Constitution, le chef de l'État va désigner ses représentants, le Parlement. Mais la sempiternelle question de séparation des pouvoirs va se poser, parce que il a toujours vu, vous savez que Joseph Diogbenou, lorsqu'il avait été désigné par le Parlement, beaucoup s'attendaient à ce que il fût désigné par le président de la République, parce qu'il étant très proche de lui, il était au gouvernement et tout. On va laisser donc, Vincent. Les juristes de haut niveau Nous parlerons. qui vont trouver du job, vont trouver. L'essentiel, c'est que ils se mettent au boulot, parce qu'il y a des élections sensibles qui viennent. Alors justement, ces élections sensibles vont-elles jouer dans la désignation des prochains membres? Vincent Fortuné à Savoie. Vivement, on le souhaite bien, parce que vous savez, aujourd'hui, la composition de la Cour constitutionnelle pose problème. Maintenant, avec la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale, je crois qu'il y aura des éléments nouveaux qui vont forcément intervenir dans la désignation. Et depuis quelques jours, vous avez vu l'activisme au niveau de l'Assemblée nationale, où les partis en présence s'affirment. Je crois que c'est parce que il y a en vue des enjeux. Des enjeux. D'abord, les députés. D'abord, c'est pas avec l'opposition, nous pour désigner les membres. Bien sûr. Cette désignation doit respecter. Pour désigner les gens dans les. Je leur dis si vous avez fini. On est en phase terminale pour cette émission. Les commissions seulement, ils s'attendent pas sur la notion de minorité, de majorité parlementaire. Mais je crois qu'ils doivent pouvoir s'entendre. Et c'est là que moi, je reviens toujours et je dis, ils doivent avoir honte d'eux-mêmes. Parce que c'est eux qui sont les législateurs, et voilà ce qu'ils nous ont fait au cours de la 8e législature. Il n'y a pas de représentant de parti politique. Bien sûr. Bien sûr. Là, vous ne connaissez pas les tests ou bien vous refusez de lire les tests. Les tests ont dit, les désignations doivent respecter la configuration de l'Assemblée nationale. Oui. Bien sûr que... Ça veut dire qu'ils sont des représentants. Donc les sages de la Cour sont des représentants de partis politiques là-bas? Non, on n'a jamais dit ça. Et j'ai jamais dit ça. Donc c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit, une fois que vous êtes nommé,
une fois que vous êtes nommé, vous ne représentez plus. Mais encore, je ne connais pas les tests. Non, permettez-moi, mais on doit tenir compte de ça, cher ami. Il y a rien à faire. Dans la désignation. On doit tenir compte de ça. Donc, on tient compte des représentants de partis politiques. On n'a pas dit des représentants de partis politiques. C'est ce que j'ai dit qu'ils ne sont pas. Donc, vous n'avez pas raison de dire qu'ils ne connaissent pas les tests. Non, malheureusement, les partis politiques sont représentés au Parlement. C'est eux qui désignent. Mais est-ce qu'ils sont représentés à la Cour? Je dis, c'est eux qui désignent. Moi, je ne suis pas juriste, mais si je suis membre de BR, je suis juriste et que on désigne, on veut des personnalités, c'est les partis qui désignent, les partis présents, représentés, qui désignent. D'accord. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Merci. Jusqu'à demain, c'est comme ça se fait. Et c'est les hommes politiques qui sont là. Et c'est les partis politiques qui sont désignés. C'était bien sûr Vincent Fortuné Assogba, DP Nouvelle Mutation, Julien Kitty, chroniqueur politique. Les deux se sont affrontés. Membre de la rédaction de Nouvelle Mutation. Ah, super. Je ne savais pas. Je vous félicite pour ce recrutement. Allez, merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. À vendredi prochain. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody Bibi, c'est le pied.